Donc cet atelier, il arrive finalement après un quinquennat où la jeunesse a été méprisée, oubliée, peut-être d'ailleurs, c'est peut-être le mot oubliée totalement du gouvernement, que ce soit pendant la crise sanitaire, où on a vu donc, de nombreux jeunes être dans une situation de précarité inacceptable, même si cette précarité n'était pas nouvelle. Elle existait déjà depuis de nombreuses années. Les médias ont plus parlé, mais c'est une précarité structurelle. On a également eu un quinquennat d'inaction climatique qui aura des effets délétères pour notre génération si on ne prend pas d'action maintenant pour éviter la catastrophe. Ce nouveau quinquennat, finalement, on n'a pas l'impression qu'on va vers le mieux, et peut-être d'ailleurs ce qui symbolise la vision du gouvernement vis-à-vis de la jeunesse, ce serait peut-être cette secrétaire d'État, Sarah El Haïry, secrétaire d'État de la jeunesse, qui est à la fois rattachée au ministère de l'Éducation et au ministère de l'Armée, ce qui n'était pas rien. Et du coup, on s'attend forcément à entendre parler du service national universel dans les prochaines années. Il y a également un projet de réforme des bourses étudiantes qui est dans les tuyaux et on va sûrement entendre parler cette année. Je serai vous inviter à en parler. Et également, voilà, aucune volonté climatique affichée de la part d'Emmanuel Macron pour les prochaines années. Cependant, la situation elle est peut-être un petit peu différente par rapport à 2017, puisqu'en 2022, on a un groupe de députés NUPES qui est plus important que le groupe de gauche en 2017, et avec de jeunes élus qui vont porter aussi quelque part la voix de la jeunesse, que ce soit à l'Assemblée, mais peut-être aussi dans les médias. Et on a également du coup, des acteurs de mobilisation sociale qui auront à cœur, je pense, de faire tout ce qui est possible dans la rue pour que la jeunesse soit entendue en organisant de nombreuses mobilisations à la rentrée. Donc voilà, le but de cet atelier, quelque part, c'est de mettre en lien ces différents acteurs, que ce soit à l'Assemblée ou aux acteurs de mobilisation sociale, pour qu'on puisse obtenir des victoires pour notre génération et pour notre avenir. Donc nous avons Marie-Charlotte Perrin, qui est députée du Rhône, Gubaya, qui est députée du Val-de-Marne pour l'Union populaire, Hugo Prévost, secrétaire national de l'Alternative, donc un syndicat étudiant, et Juliette Gouayac de Fridays for Future, donc la branche française du collectif initié par Greta Thunberg. Peut-être une première question, ça va être qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, en tant que jeune, vous êtes ici, assis devant des participants des GIE, alors que voilà, on nous dit que la jeunesse serait dépolitisée, abstentionniste. Je pense qu'on est convaincus, on sait que c'est faux. Évidemment, les jeunes ont été particulièrement actifs dans les marches climat, les mobilisations féministes, antiracistes, on le sait. Mais vous, en tant que jeune, vous avez été peut-être au-delà de cet premier engagement de terrain, vous avez pris des responsabilités d'élus, vous êtes à l'initiative de ces mobilisations. Donc voilà, vous avez 3 minutes. Bonjour à toutes et à tous, c'est un véritable plaisir d'arriver ici et de se retrouver en famille, parce que c'est bien ça qu'on a construit aujourd'hui, c'est une belle et grande famille politique, c'est une fierté. J'aimerais revenir un petit peu sur Sarah El Haïry, elle est certes rattachée au ministère de l'Éducation nationale et des Armées, mais politiquement elle est aussi rattachée au Rassemblement national. N'oubliez jamais qu'elle a été félicitée plus ou moins par Marine Le Pen, qui trouve en elle une bonne ministre sur certains points. Sur la présentation et qu'est-ce qui a motivé à s'engager, c'est une question qui est très très large. Je pense que ça peut être intéressant de vous raconter comment est-ce que je me suis politisé, notamment avec Hugo qui m'a accompagné et qui m'a dans l'histoire que je vais vous raconter, où j'étais dans un des lycées qui a été réputé comme étant le lycée pourri du Val-de-Marne. Il avait le joli surnom du lycée maudit. Pour vous faire un petit historique, c'était un lycée très très vieux, construit sur une ancienne sablière en zone inondable, ce qui faisait qu'on avait le sol qui s'effondrait dans la cour, juste en dessous de la piste d'atterrissage et de décollage de l'aéroport d'Orly, ce qui faisait que toutes les 2 minutes, on avait les bruits des avions qui nous empêchaient de faire les cours. Du coup, vous connaissez la suite, le mercure, le benzène,
En arrivant en troisième lavage, j'avais eu un champignon qui m'avait poussé sur la tête. On était entre trois différentes cités rivales, donc on avait droit à des rixes, donc les inondations, les serpents, les rats. Donc on avait à peu près tout sauf une chose, c'était de l'amiante. En tout cas, on avait promis que c'était le cas, et en fait, on a un bloc d'amiante qui est même dans une salle de classe. Genre, c'est vraiment là, c'est trop quoi. Donc du coup, on s'est mobilisé, parce qu'on n'avait pas vraiment le choix, l'amiante, on va respirer 40 ans plus tard, on pouvait attraper un cancer très grave, mortel. Et donc, avec les élèves, on s'est mobilisé, sans forcément être politisé, voilà, on n'avait pas tout l'historique de la lutte sociale, mais du coup, on s'est lancé dans ça, qui était à la fois une lutte sociale et une lutte écolo, parce qu'il y avait la question des actions, la question des inondations, et en même temps, qui était une lutte sociale parce qu'on était un lycée de seconde zone. Et on ne voulait pas reconstruire le lycée parce que on était considéré comme un lycée de seconde zone. Et du coup, on s'est mobilisé et on a obtenu la reconstruction et du collège et du lycée. On était très contents. Et après ça, ensuite, je me suis dit, peut-être qu'il est temps de rentrer chez moi, il y a un moment, il faut passer le bac. Et puis est arrivé Parcoursup. Et je me suis posé la question suivante. Vu le lycée d'où tu viens, est-ce que tu penses que tu as autant de chances que les autres de pouvoir accéder à l'université de ton choix? La réponse étant assez évidente, j'ai été beaucoup moins présent en salle de classe pour rejoindre les pavés de la rue. Et c'est comme ça qu'a commencé la mobilisation, par un état de fait d'inégalité, par des luttes écolo et par des luttes sociales. Et c'est ça qui a fait la conscience politique qui fait que je me présente devant vous aujourd'hui. Plus beaucoup d'autres périspécies que j'aurai l'occasion de vous raconter juste après, si vous voulez discuter un petit peu. Bonjour à tous, moi je m'appelle Juliette du coup, et je suis ici pour représenter le mouvement Fridays for Future. Alors, pour vous présenter juste un petit peu Fridays for Future, après je vous ferai peut-être moi mon parcours. C'est une structure, on va dire, qui a vocation à dynamiser le mouvement climat, à le dynamiser, à le structurer, et parce qu'en fait, on se rend compte que le mouvement climat, finalement, les grèves pour le climat, les marches pour le climat, il y a du monde, mais pas autant qu'il devrait y en avoir, en fait, tout simplement, et nous, on veut aider à structurer ce mouvement et faire en sorte que Fridays for Future ou d'autres organisations ou ces marches ou ces grèves pour le climat soient un premier pas dans la lutte pour le climat et pour la justice sociale de militants tels que moi aujourd'hui. C'est-à-dire que souvent les militants climat viennent de ces marches ou de ces grèves pour le climat, ils se radicalisent au fur et à mesure, et donc on pense qu'il faut un mouvement neutre et de masse à la base pour en fait attirer le plus de gens possible. Voilà, c'était il y a énormément de gens, je pense, qui se sont rendus compte des conséquences du dérèglement climatique. Donc maintenant, il faut les attirer vers ce mouvement climat et ils se radicaliseront au fur et à mesure s'ils ne sont pas déjà radicalisés. Voilà, pour ma part, j'ai un peu le parcours type de la militante climat, c'est-à-dire qu'au début, j'étais dans des assos pour le climat, pour la vie sociale, pendant des études, etc. etc. Je me suis pas mal impliquée pendant ces dernières élections, donc présidentielles et législatives. Je me suis rendu compte de beaucoup de blocages à l'œuvre, institutionnels, systémiques, on va dire. Et donc, pourquoi est-ce que je m'engage? Parce que j'ai peur, tout simplement. Parce que je suis en colère, parce qu'on a du mal à se projeter en génération. C'est la première fois, je pense, que ça arrive dans les histoires de l'humanité, enfin, en tout cas, de ce que l'on sait. Voilà, on a des espoirs, tels que la NUPES, en effet, et d'autres. Voilà. Donc, je m'engage par nécessité, en fait, par besoin de survie, tout simplement. Mais on veut faire tout ça dans la joie et en imaginant un autre monde, un monde bien meilleur qui est là, en fait, qui est sous nos yeux, qui est en chacun de nous. Il faut juste, en fait, que le système le fasse ressortir et soit bien plus démocratique. Et je pense que, en fait, les jeunes sont politisés, simplement, en fait, ils n'ont pas du tout l'impression de se faire entendre depuis la nuit des temps, en fait. Ça fait 40 ans qu'on a les mêmes politiques néolibérales. Donc, les jeunes sont très politisés, je pense, ils sont simplement complètement désespérés par une partie de nos politiques et par le cours des choses. Donc voilà, il y a plein de choses motivantes et c'est hyper intéressant de faire partie de ce mouvement-là. Mais je vous avoue que j'ai toujours peur. Donc voilà. Je veux travailler avec vous. Merci Juliette. Du coup, bonjour, Hugo Prévost, je suis secrétaire national de l'Alternative. Peut-être présenter l'organisation, puis après dire deux mots sur le parcours. Et donc l'Alternative, on a un syndicat étudiant, nous sommes créés en 2019, donc on a un syndicat étudiant de transformation sociale. Je pense qu'il faut changer l'université pour changer la société, permettre d'avoir une université qui nous forme à la transition écologique, qui ouvre ses portes à toutes et tous et qui permet à tout le monde d'y réussir, c'est-à-dire de lutter contre le premier fléau, c'est-à-dire
la précarité étudiante. On est une fédération de syndicats locaux. Par exemple, vous retrouverez sur cette fac en l'Union des étudiants de Grenoble, le syndicat Julien, ça me fait bizarre, c'est la première fois que j'interviens en fixant expliquer les droits des étudiants pour discuter un peu de politique et de syndicalisme. Et donc, à côté de ça, on s'est créé voilà, sur l'échec de la mobilisation Parcoursup en 2019, où malgré une énorme mobilisation étudiante, en gros, depuis le CPE, le mouvement étudiant n'avait pas réussi à faire reculer le gouvernement, mais plein de syndicats locaux étaient très forts partout en France. On a dit, bon, on va aller se coordonner, créer une grande organisation étudiante, et c'est ça qu'a créé l'alternative étudiante voilà, sur les facs, qui est un peu rapidement sur mon parcours. Je me suis engagé en 2014, j'ai participé à une Pride, il y avait des gens avec des drapeaux, on s'est marqué syndicalisien, je suis pas une carte, puis après j'ai distribué un tract, j'en ai distribué deux, puis après on discute pas, on a un petit peu de fromage. On me suis retrouvé secrétaire général de Storga avec Louis, et puis après, le syndicalisme lycéen, on a créé l'alternative, et voilà, on aura le temps de revenir sur les actions qu'il faut faire sur les facs plus tard. Bon, je vois quand même pas mal de jeunes visages dans la salle, et donc voilà, j'espère que vous aussi vous prendrez des responsabilités, faites entendre votre voix dans le parti, ou en dehors du parti d'ailleurs, dans les associations, dans les syndicats. C'est très important. Voilà. Et d'ailleurs, voilà, deuxième question, ça serait en fait voilà, la question du projet politique pour la jeunesse. On a un petit peu parlé en introduction, il y a forcément des questions sociales, ou en tout cas de lutte contre la précarité, qui sont sûrement des questions d'urgence qu'on devrait régler à très court terme. Il y a également des problématiques qu'il faut régler maintenant, mais qui vont davantage concerner notre avenir. On pourra parler climat, mais on peut aussi parler de la réforme des retraites, ou de tout un tas d'autres sujets. On va faire peut-être un tour de table pour vous, quelles seraient les mesures prioritaires à mettre en œuvre pour notre génération? Et puis, il y a une question qui s'appelle la précarité de toute la jeunesse, et arriver sur l'occasion de je veux dire rapidement, on entend beaucoup parler de génération sacrifiée, ce qui est important dans le mot génération sacrifiée, parce que ça fait depuis 47 qu'on retrouve dans le texte d'orientation des organisations étudiantes, c'est la phrase qui est derrière, c'est pas de résignation. Et ça sera peut-être la deuxième partie de la question, mais se dire l'état de la précarité étudiante, aujourd'hui c'est un étudiant sur deux qui travaille, c'est la première cause d'échec sur licence, c'est un niveau de santé mentale absolument déprécié, c'est-à-dire qu'on a 500 000 étudiants qui sont en situation potentiellement de dépression, ce qu'on dit la Cour des comptes. À côté de ça, il faut se rendre compte peut-être très matériellement, quand on sortirait de cet amphithéâtre, en bâtiment, je ne pas de l'étudiant, pendant 2 ans, on a fait des distributions alimentaires là-bas. C'est-à-dire que pendant 2 heures, toutes les semaines, il y avait des étudiants de ce bâtiment jusqu'à l'arrêt de tram, ça descendissait pas. Et les étudiants nous disaient, je mange une fois tous les 2 jours, en tout cas grâce aux distributions. C'est ça aujourd'hui l'état de la précarité étudiante. Et c'est encore, on parle des étudiants parce que c'est la phase émergente de l'expert, mais c'est en réalité toute la jeunesse qui est largement précarisée. Et cette précarité, elle va s'accroître à cause de la crise climatique, pardon. Je pense que quand on va recevoir les factures de gaz et d'électricité, cet hiver, je pense qu'on va tous tirer une très sale tête, et notamment les jeunes et nous, il va falloir qu'on développe les actions de solidarité. Ce qui pose la question de quel projet on pose en face. Et pour nous, c'est pour ça qu'on porte la question d'autonomie à 800 € par mois. Alors j'ai vu les programmes de l'UPES, on était vachement contents, il y avait une garantie jeune à 1063. Du coup, je fais passer le message, mais vu qu'il y a eu l'inflation, c'est passé à 1102, donc il faut réactualiser. Du coup, on a réannoncé les revendications. Mais toujours est-il que c'est pour ça qu'on porte cette allocation d'autonomie. Mais cette allocation d'autonomie, c'est pas seulement une mesure d'urgence pour la précarité de la jeunesse. C'est le fait de se dire, on va achever ce qu'on a commencé en 45 quand on a créé les retraites. Quand on crée les retraites, on dit ok, il y a un 3e âge de la vie, c'est le temps de la vieillesse, c'est le temps où ok, on va continuer à travailler dans les associations, les politiques, tout ça. Et ce 3e âge de la vie, on va lui reconnaître des risques spécifiques, on va lui donner son revenu qui va être la retraite, et bien il faut faire pareil pour la jeunesse. Il faut lui donner son revenu afin qu'elle puisse se concentrer sur ce qu'il faut, c'est-à-dire la formation et son émancipation. Et donc créer ce 4e âge de la vie. Là, la jeunesse, c'est permettre à toute la génération de rentrer à l'université, que d'y réussir, parce que le salarié étudiant est vraiment la première cause d'échec en licence, et donc pour nous, permettre de nous émanciper, de devenir des citoyens et des citoyennes éclairés, et puis d'avoir le plus haut niveau de qualification. Donc voilà, on verra ce qu'on propose au gouvernement en face de ça, spoil, ça ne convient pas trop, mais ça c'est la deuxième question. Voilà. Je pense qu'on se retrouve pas mal sur les mesures politiques qu'on peut, ça je peux apporter, mais la question d'un revenu d'autonomie jeunesse et d'un RSA jeune, en fait,
fait, ça semble assez fondamental. Il n'y a aucune justification aujourd'hui au fait qu'on soit. Il y a quand même beaucoup de pays en Europe qui ont partie des rares à pas avoir en fait, de revenus de solidarité à destination des jeunes de moins de 25 ans. Et moi, ça fait partie de la longue liste de choses qui, aujourd'hui, en France, en 2022, me choquent, en fait. Et je vais prendre, moi, je suis députée de Lyon, donc forcément, je parle un peu de ce que je connais, mais sur la métropole de Lyon, où depuis 2020, on gouverne déjà en union de la gauche et des écologistes, on a fait une expérimentation avec le revenu de solidarité jeunes. Donc, il y a 1000 jeunes au sein de la métropole qui ont reçu une allocation d'à peu près 400 €. Et là, on a fait un an juste avant. Et en fait, ce qu'on constate, c'est que ça marche. C'est juste, c'est sans appel. Ça fonctionne en fait. Quand on a des jeunes qui sont en grande situation de précarité, de décrochage, des personnes qui attendent un renouvellement de titre de séjour, par exemple, en fait, 400 €, ça fait toute la différence. Et ça les aide à soit avoir le temps de trouver un emploi, d'avoir le temps de trouver un travail étudiant si elles en ont besoin, etc. En fait, ça fonctionne. Et c'est inconcevable aujourd'hui, à nouveau en 2022, que ce soit les collectivités qui doivent pallier en fait, au manquement de l'État. Parce que ça, c'est l'État qui devrait pouvoir le mettre en place. Et ce n'est pas le cas aujourd'hui. Et par exemple, la métropole de Lyon, c'est un territoire où on a 23% des jeunes qui sont sous le seuil de pauvreté. Et là, on parle d'une grande ville. Donc, il y a vraiment l'urgence pour notre jeunesse à lui donner les moyens de s'émanciper économiquement. Et en fait, à nouveau, on parle de pouvoir de vie, en fait, simplement de pouvoir de vie. Et au lieu d'avoir 23 ans et penser justement à qu'est-ce que tu manges demain, à 23 ans, tu penses à comment tu construis ton avenir, comment tu t'engages si tu as envie de t'engager, tout ça. C'est de tout cela dont on parle. Je suis contente que tu aies parlé de la santé mentale, parce que c'est quelque chose d'extrêmement important, extrêmement prégnant aujourd'hui. On sait qu'il y a eu les chèques qui ont été mis en place, et le retour qu'on a suite au Covid, suite à la vie de la santé mentale liée au Covid, notamment chez les jeunes, ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que le dispositif a été peu utilisé. Quasiment pas, c'est vraiment quelques pourcents qui l'ont utilisé. Et il y aurait une petite progression. Les députés de la majorité nous disent que ça progresse, que c'est en train d'être mis en place, etc. Moi, j'interroge aujourd'hui pourquoi est-ce que dans notre pays, on ne pourrait pas avoir des soins en santé mentale en fait, qui sont remboursés par la sécurité sociale jusqu'à 25 ans. Parce qu'en fait, si on fait ça, on s'assure que cette génération-là, quand elle va avoir plus de 25 ans, on va avoir des adultes qui vont être beaucoup plus stables, qui vont être beaucoup plus épanouis, qui vont mieux trouver leur place dans la société. Si j'ai le prisme de l'égalité femmes-hommes, moi je pense qu'il y a des hommes notamment qui gèrent mieux leurs émotions et qui du coup sont moins susceptibles d'être violents après dans l'espace public. C'est de tout cela dont on parle et on peut parler de on met un chèque, c'est accessible, etc. Mais dans les faits, il y a aussi un gros travail de sensibilisation au fait que la santé mentale et l'accès aux soins en santé mentale, c'est pas tabou en fait. Moi, si j'avais des actions, le nombre de gens autour de moi que j'envoie consulter en fait, parce qu'il faut légitimer ça en fait. C'est aussi la santé mentale et aussi légitime que notre santé corporelle. En fait, quand tu trouves la cheville, tu vas chez le médecin. Quand tu te sens pas très bien et que tu es un petit peu perdu, tu vas voir un thérapeute ou une thérapeute. Donc pour moi, la santé mentale, c'est vraiment extrêmement important. Et le dernier point que je voulais aborder en termes de mesures un peu urgentes et structurantes, et je le mets dans mesures urgentes parce qu'on pense spontanément que c'est plutôt du long terme, mais c'est la question de la bifurcation écologique en fait. Je pense que c'est urgent parce que c'est en engageant dès maintenant que déjà on répond à l'éco-anxiété de notre génération. Et au-delà de ça, en structurant des filières importantes dans notre pays en termes d'emploi, en fait on offre un avenir et une capacité de projection à beaucoup de jeunes aujourd'hui. Et nous, on travaille, peut-être pas tous, mais moi je travaille avant d'être élue, donc j'avais pas cette question de la crise existentielle, de qu'est-ce que je vais faire demain et qu'est-ce que je vais faire qui a du sens. Mais on est beaucoup dans notre génération dessus, en fait, à changer de métier ou à chercher des emplois qui ont du sens. Et en engageant cette bifurcation politique dès maintenant, c'est ça aussi qu'on ouvre pour les générations à venir, de se dire, ok, là on va dire, il y a une transition qui se met en place et j'y prends ma part aussi. Je vous remercie. Les mesures urgentes, dans l'urgence, ça paraît assez logique, c'est ce qu'on a tous dit, une grande loi contre la précarité, une grande loi climat. Une grande loi climat et justice sociale, c'est le terme de la autre. Une grande loi contre la précarité, en effet, avec une allocation d'autonomie pour les jeunes. Ça me paraît en tout cas logique également. Après, si je pense un peu plus sur le temps long, je pense qu'il faut impliquer les jeunes dans les décisions de plus en plus. Et je sais pas, je réfléchissais là toute seule.
Et je pensais, oui, il y a un haut conseil pour le climat, et pourquoi pas un conseil des jeunes pour le climat, je ne sais pas. On peut imaginer plein de choses. Voilà. Et après, il y a des réformes beaucoup plus systémiques du temps long. Enfin, moi, il y a le problème du chômage, la semaine de 4 jours pourrait être une vraie solution à mon sens. Également, contre les égalités hommes-femmes qui sont, là je parle des jeunes femmes en l'occurrence, ou personnes adultes, je pense qu'une des réformes absolument nécessaires, c'est tout simplement un congé parental égalitaire, parce que oui, on parle de jeunesse, mais en général on est enceinte quand on est jeune, et donc ça peut mettre un frein à une carrière qui est assez énorme. Enfin, il y a des choses qui paraissent, en fait les solutions sont là, c'est ça qui est assez rageant en général, c'est que les solutions sont là, l'argent est là aussi, il faut une énorme redistribution des richesses, voilà, et toujours partir de la protection de l'opprimé pour ensuite aller vers la protection du climat. Voilà, c'est ce qu'a fait Macron, supprimer les APL, puis supprimer une partie de l'ISF pour ensuite leur mettre une taxe carbone, évidemment ça ne passe pas. Voilà, c'est évident. Donc voilà, il y a énormément de solutions. Mais tout d'abord, une enveloppe contre la précarité et une dans le climat. Et de la démocratie, le droit de vote à 16 ans aussi peut être une solution. Voilà, il y a plein de choses. Bon, juste avant cette question-là, je pense que, parce que ça aura un lien. Je pense que c'est important quand même de faire un petit point politique sur ce qui est en train de se passer actuellement, vis-à-vis notamment de la position dans laquelle se trouve Macron. Macron est au pied du mur. Il a complètement perdu le contrôle et ça se voit qu'il ne sait pas quoi faire. Le prix de l'énergie augmente beaucoup plus que ce qu'il avait prévu. Sur l'eau, monsieur n'a pas planifié, maintenant il en paye le prix. Et sur la précarité étudiante, il va se lancer dans une réforme des bourses sur laquelle, mis à part s'il fait la question d'autonomie, il va mettre le doigt dans un engrenage dans lequel il n'arrivera pas à sortir. Donc Macron est au pied du mur. Ce qui fait que, en tout cas c'est mon estimation, il n'est pas impossible qu'on se retrouve à avoir un mouvement de révolte à l'image des Gilets jaunes, et pourquoi pas un mouvement de jeunesse. La question qu'on la pose souvent de quelle est la mesure pour la jeunesse. J'aime pas répondre à cette question parce qu'elle peut me sentir coupable. Parce que si jamais je répondais telle chose, j'oublierais telle chose. Surtout qu'en fait, il faut aussi acter un état de fait, c'est qu'il existe, moi c'est comme ça que c'est le mot que j'utilise, il existe une rupture générationnelle. Observez par exemple que sur les questions sociales, il y a un immense décalage entre notre génération et les générations précédentes. Par exemple, Parcoursup. Nous on dit on peut supprimer Parcoursup. Parfois on nous interroge, mais vous voulez le remplacer par quoi? Par rien. Alors il n'y avait pas besoin de Parcoursup. Pourquoi? Parce qu'en fonction du nombre d'étudiants, il y avait en tout cas suffisamment de budget alloué pour essayer de faire en sorte que tout le monde puisse avoir une chaise dans son amphi. Pareil pour les masters. L'éducation fut une promesse aux jeunes en leur disant travaillez bien, vous aurez le diplôme que vous voudrez et le travail qui vous plaît. C'est pas vrai. Sur Parcoursup, sur les masters, on s'est fait avoir. Et là encore, vous avez un décalage générationnel. Sur les questions écologiques, je suis chez les universités écolo, j'ai pas besoin de vous expliquer en fait parce qu'il y a un décalage générationnel sur le sujet. Mais sur d'autres plans, sur le féminisme. C'est impressionnant de voir à quel point le mouvement de jeunesse féministe a une place extrêmement importante dans le mouvement féministe en général. Sur les questions de genre. Sur les questions de genre, la jeunesse apporte un nouveau regard et notamment une affirmation politique qui est inédite, qui est extraordinaire. Sur les questions du mouvement antiraciste, c'est pareil. C'est le mouvement de jeunesse qui porte à bras le corps une grande partie du mouvement antiraciste. Et on voit qu'il y a une sorte de mentalité qui se dessine dans une grande partie de la jeunesse qui fait que beaucoup de personnes ne se sentent plus en phase. Et c'est ça que j'appelle la rupture générationnelle. Il y a aujourd'hui ce qu'on pourrait appeler un mood qui fait que la jeunesse, elle a des aspirations politiques qui lui sont propres et qui sont radicales. La jeunesse a un besoin de radicalité parce qu'il y a une question de rapport au temps, une question d'urgence et une question de besoin. On n'en peut plus et on n'a plus le temps. Et c'est pour ça que quelle est la mesure d'urgence dont ont besoin les jeunes, mais c'est l'application au pouvoir. Alors, oui, c'est rigolo à dire, mais c'est vraiment ça. À titre personnel, en tant que personnalité politique, je ne vais pas aller à l'Assemblée nationale, négocier uniquement le revenu étudiant et derrière ne pas donner le milliard contre les violences faites aux femmes. Je veux pas négocier au rabais. Il y a une rupture générationnelle, il y a un appel à la radicalité et à l'urgence, et nous, en tant que jeunes politiques, on doit l'incarner.
Donc, à titre personnel, l'unique mesure et l'unique orientation, c'est le programme commun de la NUPES au pouvoir, parce qu'il est en phase avec cette rupture générationnelle et qui permettra réellement de répondre aux aspirations de la NUPES. Et donc, la NUPES au pouvoir, comment on y arrive? Concrètement, j'aimerais vous entendre en fait sur la manière dont on va mobiliser la jeunesse et au-delà dans les prochains mois, mais également dans les prochaines années. Qu'est-ce qu'on fait concrètement sur le terrain à l'Assemblée nationale sur les 5 prochaines années pour que la prochaine fois la NUPES soit au pouvoir? Rapidement, tout à l'heure, je parlais d'allocation d'autonomie. Dans ce cas, on va se centrer sur nos lignes de bataille. Et je me permets de rebondir quand même 30 secondes sur l'éco-anxiété. Le jour où on était en négociation avec le gouvernement, il nous dit oui, effectivement, on a remarqué qu'il y a plein d'éco-anxiété chez les jeunes. Qu'est-ce qu'il faut faire selon vous? Alors, je leur ai dit, tentez d'avoir une politique écologique digne de ce nom. Bon, ça les a pas fait rire. Mais je ne vois pas de mots. Toujours est-il que là, on sait que la ministre va nous faire une réforme des bourses. Alors, elle n'en dit pas trop, elle a une petite négociation mi-septembre. On a quand même 4 pistes un peu sympas. La première, c'est Macron qui dit on veut fusionner les bourses et les APL. Alors, quand Macron il veut toucher aux APL, généralement, on le sent moyen. Nous, on se dit, alors je vous dis, c'est pas grave, mais il veut essayer de supprimer tout ce qui est APL pour ceux qui ont que ça. Donc, effectivement, ceux qui est-ce qu'il y a des jeunes qui ont que les APL là, ici, à enlever rapidement? Ça va, vous prenez tous des jets privés? Parce que moi, voilà, quand on a parlé tout à l'heure, s'il y a des places. Toujours est-il que, voilà, on sait que ça c'est un premier problème. Deuxièmement, Macron a dit voilà, peut-être de manière trop peu pertinente à trop de monde. Ça, concrètement, ça veut dire qu'on donne trop les échelons 0, 10 et 1. Pour les bourses, elles vont de 0, 10 à 7, pardon. 7, c'est 50% du seuil de pauvreté, pour vous dire la fréquence que c'est. Et donc, taper les plus bas échelons, c'est supprimer des victoires du mouvement étudiant qui avaient permis, au début de la classe moyenne, à commencer à toucher les bourses. Donc, voilà ce qu'il faut taper. Ensuite, il y a la ministre qui parle de droit des devoirs. Donc, les devoirs, ça veut dire peut-être de travailler à côté de ses études pour avoir le droit, le privilège de quelqu'un de toucher une bourse. Enfin, après ces droits et devoirs, il y a aussi un autre truc qu'on entend un petit peu, c'est les prêts étudiants. Les prêts étudiants, ça existe par exemple dans le modèle scandinave, c'est-à-dire qu'une partie de vos bourses, c'est donné sous forme de prêt. Donc vous avez une chaîne de capital toute votre vie. Vous allez choisir la filière qui va vous permettre de vous insérer le plus vite sur le marché du travail, donc avec un métier intéressant, et qui rapporte le plus dans un monde capitaliste. Donc nécessairement, c'est quelque chose sur lequel on va lutter. Donc en fait, c'est très simple pour nous l'année prochaine, il va y avoir une latéralisation du débat extrêmement simple et extrêmement forte. D'un côté l'allocation d'autonomie, de l'autre côté la baisse des bourses. Il n'y aura pas de débat entre. Il y aura soit l'un, soit l'autre. Nous, on regardera plutôt l'allocation d'autonomie, on va faire le taf sur les facs, et nous c'est un petit peu comme ça qu'on voit. Si j'ai 2 minutes encore, ouais, ça va. Donc comment on voit, pourquoi est-ce qu'on avance avec cette radicalité-là dès le début? On l'a déjà vu pendant 5 ans. Macron, on sait qu'il aura rien de bon pour les étudiants. Ça ne sert à rien de fondamentalement discuter avec lui. Pourquoi? Parce qu'il est l'incarnation du discours d'un système néolibéral qui est là pour exploiter le climat et l'humanité au plus possible pour le profit. Et il n'est pas là pour essayer de gérer les rapports de force dans la société. Et quand certains gueulent un peu trop, essayer de leur donner un peu plus, il nous a montré qu'il n'était pas là pour discuter. Donc on se dit, voilà, il va falloir aller le mettre en échec. Il y a en toute indépendance 2 lignes de combat, on en parlera, l'Assemblée nationale, on vous laisse les 89 fascistes, débrouillez-vous, c'est une bonne chance. Nous, on s'occupe des mobilisations étudiantes dans la rue, et ça se fera en 3 temps. La radicalité, latéraliser ce débat-là et la pédagogie dans les universités, on ira répéter dans les amphis quel est le projet du gouvernement pour faire un mouvement de masse. On va se retrouver sur quelques dates, je pense qu'il y en a déjà qui sont posées, dans le 3 septembre, je pense que on reparlera après, qui est la prochaine grande grève internationale pour le climat, le 29, qui est la prochaine grande grève appelée par l'intersyndicale, et puis également la marche contre la vie chère qui est appelée par la NUPES et les syndicats. En tout cas, c'est encore une organisation qu'on va voir comment tout ceci s'organise, mais si ça débouche, on sera très content d'y participer. Et donc voici un petit peu comment on voit les choses, donc effectivement en grande masse, radicale et militaire, qu'elles soient syndicalement et politiquement, dans l'indépendance, chacun qu'on doit avoir les uns avec les autres. Nous, pour venir vous embêter, pour dire de remonter le programme, et puis pour vous, des fois, porter la parole au bon endroit. Et donc, voici un petit peu comment on dit qu'on va aller mettre en échec ce gouvernement.
Juliette, peut-être, oui, on a évoqué la date du 23, je pense que c'est le moment. Alors oui, en effet, le 23, le Journée internationale pour le climat, donc vous êtes tous appelés à vous mobiliser. Ensuite, en effet, il faut une mobilisation de masse, il faut qu'on pèse sur l'opinion publique, il faut qu'on soit des millions en marche et pas simplement 3000. Je ne sais pas exactement combien on peut être, mais voilà. Et il faut qu'on propose, je pense, un mouvement assez neutre, et on peut s'inspirer de choses qui ont déjà été faites. Alors, c'est un exemple qui est beaucoup pris, mais l'exemple du Sunrise Movement aux États-Unis. C'est très intéressant parce que c'est des étudiants qui prennent une identité un petit peu militante, pas forcément trop radicale, mais quand même militante, qui attire la jeunesse, et qui vont en fait essayer de faire signer une sorte d'engagement aux élus sur le fait qu'ils votent un monde Green Deal, comme eux ils l'appellent, nous aussi on a marqué le numéro 1. Mais on pourrait imaginer des choses comme ça. Il n'y a pas uniquement les marches légales, parce qu'on l'a fait 15 fois, on a fait des pétitions, on a fait des marches, on a fait des grèves, on a fait des conventions citoyennes. Bien que les conventions citoyennes, je pense qu'on va les impliquer bien plus que ça. Mais donc voilà, pour ce qui est du mouvement de masse, après, je pense que il y a des jeunes qui sont encore plus radicalisés et encore plus prêts à faire des actions un petit peu plus engageantes, on va dire. Et donc la désobéissance civile non violente, ça peut être un levier pour ceux qui sont prêts. Et je pense que il faut en fait une minorité très très active, que ce soit pour bloquer les facs ou les lycées, ou pour faire la désobéissance civile non violente, comme Extinction Rebellion et autres. Et à côté, un mouvement de masse qui gobe comme ça les masses et qui les forme en fait. Et jusqu'à ce qu'on arrive à nos fins. Et donc, et je pense qu'il faut vraiment qu'on arrive à faire la jonction entre les mouvements. Il faut vraiment que la dernière marche sur le climat à Paris-Entrée, celle que j'ai faite, il y avait une jonction, mais on n'était pas assez, on n'était vraiment pas assez. Une jonction des mouvements féministes, sociaux, antiracisme, de l'antiracisme et climat. Je pense qu'il faut vraiment faire ça. Voilà ce que j'aurais à dire pour le mouvement. Alors sur la question de comment est-ce que la NUPES peut prendre le pouvoir, déjà il faut regarder un petit peu qui est avec nous, qui est contre nous et où est-ce qu'on veut aller. Vous avez 4 blocs. Vous avez le bloc libéral qui est celui de Macron, vous avez le bloc des fachos, et vous avez nous qui sommes le bloc de la NUPES, le bloc populaire, le bloc social, le bloc écologiste. On n'est pas seulement ça. En vérité, on est à un niveau assez équivalent. Et vous avez un autre bloc qui est aussi à un niveau équivalent, qui est le bloc abstentionniste. C'est-à-dire que ce sont les gens qui ne votent pas. Se pose alors la question de chez qui on va aller clignoter. Et en vérité, on ne va pas aller chercher des voix fachos. On ne va pas non plus aller chercher des voix chez les libéraux. Donc, on va aller chercher des personnes qui n'ont pas été votées la dernière fois. Parce que peut-être on les a pas assez convaincus, parce qu'ils ont été déçus, mais en tout cas, à mes yeux, c'est ces personnes-là qu'il faut aller convaincre. En plus, il y a des personnes qui ont voté pour nous et qui nous ont fait confiance. Donc, il va y avoir pour moi 3 enjeux. La question de ce qu'on fait à l'Assemblée nationale, la question de ce qu'on fait dans la rue et la question de ce qu'on fait dans la NUPES. Sur l'Assemblée nationale, je pense qu'il faut tenir tête. Sur la loi pouvoir d'achat, on nous avait dit vous allez voter contre, vous allez vous opposer contre nous. Oui. Et c'est ce qu'on a fait. Et à la fin, on a réussi à imposer des sujets. Parce que oui, vous venez nous mettre les prix de Macron, tous ces... Non, il faut qu'on pose nos propres sujets dans le débat public. Notamment le SMIC à 1 500 €, la taxe sur les profiteurs de crise, la taxe sur les super profits. Rappelez que ces gens, ils réouvrent des centrales à charbon. Et il faut tenir tête. Il faut être plus méchant qu'avant. Si jamais on commence à s'assagir, et si jamais on commence à rentrer dans leur jeu de compromis et de consensus, alors on va trahir. Et les gens se diront, ces gens-là, on ne peut pas leur faire confiance. Nous, on a été élus pour un programme commun, et on doit tenir la campagne sur le programme commun. Ensuite, il y a la question de la rue. Il va falloir, en tout cas, je pense qu'en tant qu'élu, c'est la démarche qu'on doit avoir, soutenir
toutes les mobilisations de la rue. C'est-à-dire les mobilisations syndicales qu'il faut soutenir, mais aussi les différentes mobilisations ponctuelles, locales qu'il peut y avoir. Je pense par exemple à ce qu'il peut y avoir dans les universités, ou même dans nos propres circonscriptions, ou même dans les circonscriptions où la NUPES n'est pas là. Mais à chaque fois qu'il y a des personnes qui se disent bah là c'est trop, et maintenant on va se mobiliser, il faut qu'il y ait quelqu'un en écharpe tricolore qui soit à côté pour aller soutenir, et pour que ces personnes-là, elles disent mais en fait quand on vote pour la NUPES, on a des élus qui nous soutiennent. Et d'ailleurs, c'est aussi le sens de la démarche que nous, on peut avoir dans la 6ème République. On n'imagine pas la République sans mobilisation sociale, même contre nous. C'est bien que ça bouillonne, c'est une bonne chose. Et enfin, il y a une dernière chose, d'ailleurs, j'aimerais aussi appeler autre chose, il y a les mobilisations syndicales, mais il y a aussi la grande marche contre la vie chère, qui va être aussi un très grand moment politique. Parce que si, à la marche contre la vie chère, on réussit à être nombreux, très nombreux, disons 500 000, et bien là, on va montrer que notre camp politique, il est capable de rassembler et il est capable de montrer un rapport de force. Je ne crois pas que les fachos ou les libéraux soient en capacité de ramener autant de personnes que nous sur la place de la République, imaginons. Donc la marche contre la vie chère, qui sera la marche contre de toutes les colères, ça va aussi être un moment important dans l'agenda politique. Enfin, sur la NUPES, notre objectif, c'est la prise de pouvoir. Et l'objectif n'est pas uniquement de constituer un gouvernement, une assemblée, c'est aussi de constituer une force politique intermédiaire pour les municipales, les différentes collectivités, mais aussi de faire vivre la politique partout. Et la NUPES, c'est un outil tout nouveau, très jeune et parfois pas très clair. À titre personnel, dans ma circonscription, moi je suis élu et je siège dans le groupe La France Insoumise, je me réclame de la NUPES, mais dans ma circonscription, je ne me considère pas comme un élu de la France Insoumise, je suis un élu NUPES. Ce qui veut dire que la voix du militant insoumis vaut autant que la voix de l'écologiste, que du socialiste, que du communiste, que du MPA, que du POI, que du REV, n'importe quel militant qui fait partie de la NUPES, il a une voix à égalité avec toutes et tous. Et on va organiser, avant le 10 septembre, une réunion de la NUPES, à l'initiative du parlementaire. Nous, en tout cas, c'est la démarche qu'on va avoir, pour que les militants s'habituent à travailler et à militer ensemble. Et si jamais à l'Assemblée nationale, on tient tête et on montre qu'ils ont raison de nous faire confiance, si dans la rue, on soutient toutes les colères, et si jamais on réussit à faire vivre cette forme nouvelle de mouvement politique qu'on a réussi à construire, on aura tous les éléments en main, toutes les clés en main pour être capable de gagner les prochaines élections nationales qui pourraient venir, et pourquoi pas être capable d'affronter une dissolution, parce que je le rappelle, Macron est au pied du mur, et c'est pas impossible, et il faut qu'on soit prêt, mais pour ça il faut qu'on soit rassemblés, à l'Assemblée en tête en tête, dans la rue en soutenant tous et tous, et au local en rassemblant des assemblées générales de la NUPES. Vous avez entendu Emmanuel Macron parler d'insouciance il y a quelques jours. Est-ce qu'il y a des moins de 30 ans dans cette pièce qui disent qu'ils ont grandi dans l'insouciance? Mais même les plus de 30 ans. Je pense qu'il y a plus de 30 ans aussi. Mais moi quand j'ai entendu ces mots, je me suis dit, mais dans quel monde il vit en fait? Moi j'ai toujours voté à la présidentielle de Barbara Joly d'extrême droite. On est une génération qui est criblée d'éco-anxiété. Il y en a qui font la queue dans les filets alimentaires et on nous explique que c'est la fin de l'insouciance. Moi, ça m'a vachement Donc, vous, les moins de 30 ans à l'Assemblée, on sait compter. Dans une nocturne un peu très tardive avec le coup, on est sur les bancs de camarades communistes à côté de Témata et on a compté, on est 8. Mais on est 8 à être déterminés, en tout cas, à travailler ensemble et à pouvoir porter conjointement le sujet de la jeunesse, en se disant que de toute façon, il y a énormément de sujets qui nous rassemblent beaucoup plus qu'ils nous divisent. Donc, on a vraiment intérêt à porter les sujets de la jeunesse en NUPES, et ça, c'est un travail auquel on va s'atteler dès la rentrée. Et on sait que nos camarades sont aussi partants, donc ça, c'est avec aussi beaucoup d'enthousiasme, en tout cas, qu'on peut construire cette lutte collective à l'Assemblée aussi. Oui, tu parlais du bloc abstentionniste. Je pense que le bloc abstentionniste, on le ramène à nous aussi en redonnant de la confiance en fait, dans les élus. Donc en menant des mandats exemplaires, dans la transparence, dans la pédagogie, dans la clarté la plus totale et dans l'ouverture la plus totale. Tu parlais d'une réunion ouverte. Nous, à Lyon, en septembre, on fait la même chose le 7 septembre. Le 7 septembre, on fait une agora citoyenne comme on a fait en campagne. Et en fait, on va essayer d'aller au-delà de nos militants du PES, mais d'aller chercher monsieur et madame tout le monde qu'on a croisé sur les marchés dans la campagne, et leur dire qu'en fait, voilà, on vous explique ce que ça a été le mandat de député sur ces premiers mois, on vous demande votre avis sur comment vous l'avez perçu, et on construit ensemble en fait ce que vous attendez de, par exemple, la communication, c'est quoi le meilleur moyen de vous tenir informé du mandat de député, etc., etc. Donc recréer de la confiance et ramener aussi ces gens qui ne veulent plus, qui ne croient plus à la politique,
Parce qu'en fait, nous, on s'est engagés parce qu'on croit, parce qu'on a envie de changer les choses, pas parce qu'on a envie de faire de la politique à la papa comme elle a toujours été faite. Et il y a aussi cet enjeu-là. Je pense qu'avec notre jeunesse, on a aussi la truc des réseaux sociaux, qu'on doit investir le plus possible. Et vous êtes probablement nombreux, je suis désolée pour les aînés, mais je m'adresse aux plus jeunes qui sont dans la tête, vous êtes probablement nombreux à être politisés, donc avoir conscience des enjeux si vous êtes là aujourd'hui, aux journées des écologistes. Mais je crois qu'il y a un vrai besoin de visibiliser vos engagements. Et je dis ça dans le sens où visibiliser vos engagements, c'est rendre l'engagement politique plus attrayant. Et en fait, toi tu parles d'un mood et ça m'a fait rire que tu utilises ce terme-là, mais en fait je crois qu'il y a un vrai enjeu à rendre l'engagement politique cool, quoi. En fait, c'est incroyablement enthousiasmant et c'est extrêmement dur ce qu'on fait, enfin les luttes qu'on mène, etc. Mais le plus on est en populaire, en fait, le plus on lui dit « oh non, ça sert à rien », en fait, je vais voir tes copains qui vont avec PA, qui vont avec les filles, ou qui sont engagés dans les assos ou chez Jeunes Vidéo. Et tu vas te dire « ok, mais en fait, moi aussi, j'ai envie de faire ça ». Et moi, j'ai plein de copains et des copines qui sont arrivés à la campagne parce que je parle de mon engagement et en fait, bon, là, je suis en stade de ma vie où mon engagement politique prend un peu toute la place, quoi. Mais c'est aussi ça, quoi. C'est en parler et dire aussi la joie que ça nous apporte, même s'il y a des difficultés, et l'espoir que ça nous apporte et l'horizon que ça dessine en fait. Alors, je sais pas vous, mais moi, je suis engagée en politique parce que, à un instant T, c'est mon levier d'action le plus puissant pour agir face à l'éco-anxiété, face à la crise sociale que je constate autour de moi. Et avant, c'était les associations. Et peut-être que demain, ce sera à nouveau les associations, ce sera les syndicats, ce sera autre chose. Mais il faut absolument parler de nos engagements, il faut en parler autour de nous pour ramener le plus de monde possible parce qu'on a besoin de tout le monde. Et c'est bien ce que vous avez dit, c'est qu'on a besoin de faire un front commun. Nous, on peut le faire tous à l'Assemblée. S'il n'y a pas un poids dans la rue avec nous, derrière nous, qui mobilise et qui pèse sur les sujets, et je reprends beaucoup cet exemple, mais c'est la hache. La hache, ils ont dit non cette fois en fait. Et ils ont fini par dire oui, pas parce qu'il y avait quelque chose de miraculeux qui s'était passé ou qu'il y avait une régulation, mais parce que l'opinion publique avait fait monter le sujet, et là c'est passé. Donc on a vraiment besoin de tout le monde. Nous on est très enthousiastes, on est très nombreux, mais tout seul on n'y arrive pas. Si vous le souhaitez, on va prendre un tour de questions de la salle avant de laisser les intervenants conclure à la fin. Je suis adepte à ELV à Paris. Moi j'avais une intervention / question, parce que notamment on a un peu parlé de précarité étudiante, etc. Je pense que ce qui manquait peut-être, c'est de dire que cette précarité elle était structurelle et pas seulement parce qu'il y a eu le Covid, etc. Mais que ça fait des décennies, que c'est pour ça que revendication comme l'allocation d'autonomie, elle est portée depuis 60 ans par les syndicats, notamment par les plus anciens, et que en fait finalement cette précarité, oui, on l'a pris par le coup de la lorgnette pendant le Covid avec effectivement cette distribution alimentaire où ça permettait dans les médias de faire des belles images, mais que par contre finalement en fait en actes et en chiffres, et ça c'est peut-être ce dont on a un peu moins parlé là dans le panel, c'est qu'elle se traduit un petit peu par des choses très concrètes, mais aussi que ce discours selon lequel on aurait plusieurs jeunesses, et ben finalement, pas tant que ça, elles ont des réalités différentes, mais par contre elles sont frappées par le même fléau néolibéral, puisque finalement la jeunesse depuis plus de 60 ans, c'est le laboratoire de toutes ces politiques-là, et notamment je pense que ça pourrait être bien qu'on revienne un peu sur des chiffres qui sont sortis la semaine dernière, que le syndicat UNEF qui n'est pas présent autour de la table a sorti, et notamment sur le fait qu'on a une augmentation du coût de la vie étudiante qui est de 6,47%, alors même que l'INSEE l'a dit, pour le reste de la population, l'inflation, elle est de 6,10%. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, on assume que la vie des étudiants, elle est beaucoup plus compliquée, que le coût de la vie, que l'inflation les frappe plus durement, alors même, comme on l'a dit, il n'y a aucun filet de sécurité, puisque je rappelle qu'avant 25 ans, on n'a pas droit au RSA et un certain nombre de minima sociaux, et face à ça, finalement, on a une augmentation des bourses de 4% qui, en vrai, ne va faire que 4 € pour la plupart des étudiants qui sont échelon 0 bis. Et donc moi, je voulais un petit peu, parce que vous avez parlé de perspective, vous avez parlé de marche contre la vie chère, je pense qu'il y a la date du 29 septembre, peut-être avant, qui est important de préparer, puisque appelé par l'ensemble des syndicats, justement sur le thème de la vie chère, de l'hausse de salaire, et de comment est-ce qu'on a une meilleure prise en compte
de la jeunesse. Et moi, je pense qu'il y a la question aussi de comment est-ce qu'on arrive à mener le combat dans nos universités, à faire prendre aussi conscience finalement à la classe étudiante, parce que je pense qu'on parlait de 4e âge de la vie, c'est ça, c'est faire émerger une conscience de classe chez les étudiants, parce que c'est les mêmes gens qui n'ont pas voté au premier tour de la présidentielle, mais qui, pendant l'entre-deux tours, se sont fortement mobilisés. En fait, finalement, bah, voilà, les solutions concrètes. Merci. J'étais dans un autre syndicat étudiant qui s'appelait l'UNEF, qui existe toujours, mais qui a laissé, qui n'a pas joué peut-être son rôle, ce qui fait que vous avez créé autre chose, c'est très bien. Moi, je voulais dire, d'abord, j'ai entendu au début, je ne sais plus lequel d'entre vous a dit que c'était pas vrai que les jeunes s'abstenaient. Moi, je crois que si, c'est vrai, mais ce ne sont pas les seuls. Et c'est pas étonnant, parce qu'on a tous été, moi, depuis 50 ans, j'ai été déçu régulièrement par un certain nombre de décisions, d'attitudes, de trahison politique, aussi bien dans le Parti Socialiste, avant même l'épisode de la création de la NUPES, parce que au Parti Communiste et dans d'autres, chez les Verts aussi, quand on pense à Pascal Canfin qui avait quitté le gouvernement en même temps que Cécile Duflot, mais qui est maintenant macroniste, quand on pense à François de Rugy, etc., qui était responsable du groupe parlementaire des Verts à l'Assemblée, partout il y a eu des gens qui ont trahi, et donc il est logique que dans toutes les générations, il y ait des gens qui aient été déçus et qui ne font plus confiance. Donc le mot important à redire, c'est la confiance, à recréer. Ensuite, je crois qu'on n'a pas besoin d'avoir moins de 30 ans pour être contre Parcoursup, pour être pour un revenu étudiant, parce que c'est clair que lorsque j'étais étudiant ici en 68, pour être précis, eh bien les étudiants n'avaient guère besoin, enfin on était beaucoup moins nombreux bien sûr, mais on n'avait guère besoin d'avoir un travail à l'extérieur, même si ça arrivait un peu de temps en temps, mais ce n'était pas une généralité, alors maintenant c'est une généralité, donc il faut que non seulement vous ayez un revenu étudiant, ou enfin un revenu de jeunes, je ne sais pas comment il faut dire, d'abord la jeunesse, ça s'arrête à quel âge, je n'en sais rien. Ne serait-ce que parce que c'est clair que le fait de travailler pendant ces études est une des causes de l'échec à ces études. Ensuite, je voulais dire quoi d'autre? Oui, vous avez parlé d'une ministre tout à l'heure, j'ai oublié son nom, qui dépend de l'Éducation nationale, mais aussi du ministère des Armées. Mais il y a un autre exemple, alors j'ai oublié le nom de celui-là ou de celle-là, c'est que l'enseignement professionnel est sous la tutelle maintenant de deux ministères, c'est-à-dire le ministère de l'Éducation nationale et celui du Travail, ce qui veut dire que peu à peu, on va mettre en cause la formation professionnelle publique et on va la confondre, ou même peut-être la supprimer pour ne faire place qu'à l'apprentissage. Or, l'apprentissage, c'est sans doute une bonne formation quand on a un niveau de culture générale assez élevé, quand on a 20 ans, quand on passe un BTS, etc. Mais faire de l'apprentissage quand on a 16 ans, je suis désolé, à 16 ans, on ne sait pas encore ce qu'on veut faire et on n'a pas de formation générale suffisante pour pouvoir juger que le patron vous exploite, vous fait balayer un atelier au lieu de vous faire réellement apprendre un métier, etc. Et puis peut-être une dernière chose, parce que je ne veux pas abuser. Oui, je suis de manière générale contre la séparation des générations. Il est clair que chaque génération a des besoins particuliers. Vous avez d'abord, c'est vous qui êtes d'abord les victimes de la société telle qu'elle est aujourd'hui et de l'évolution du climat, mais toutes les générations ont leur rôle à jouer là-dedans, même si la mienne, la nôtre, a été responsable d'un certain nombre de dérives. Il n'empêche que parmi nous, il y a des gens qui sont soucieux de vous assurer un avenir intéressant, de créer de faire qu'un autre monde soit possible, comme on était sur les affiches de la NUPES, je crois, ou sur celle de la France Insoumise, en tout cas. Et je crois qu'un autre monde est possible, mais avec tout le monde, c'est-à-dire nous, à votre service, en quelque sorte, ou en tout cas avec vous. Donc s'il y a des rassemblements, des actions dans la rue dans quelques temps, il ne faut pas que ce soit une action des jeunes, il ne faut pas que ce soit une action des vieux, il faut que ce soit une action de tous ceux qui ont envie que le monde change. Quelle est votre attitude, vous, à Fridays for Future, face aux partis politiques? On sort un peu de l'image du mec blanc en costard. Et donc, voilà, je voulais savoir si ça avait changé quelque chose pour vous, si vous aviez... voilà, comment vous comptiez travailler avec les partis politiques. Et j'ai une question à l'attention des députés. Donc on a parlé de jeunesse, on a parlé des lycéens, des étudiants et étudiantes.
mais quand on parle jeunesse, on oublie aussi que c'est les enfants. Et donc, voilà, quelles sont les mesures qu'on fait porter pour les enfants. Je pense aux enfants qui n'ont pas pu partir en vacances cet été. Je pense aux enfants qui risquent d'aller dans des centres de redressement de gros fachos, parce que c'est des centres de gros fachos. Je pense aux enfants victimes de violences. En France, tous les 5 jours, il y a un enfant qui est assassiné, victime de violences. Et je pense aussi aux enfants placés. Il faut savoir qu'en France, un quart des sans-abri sont des anciens enfants placés. Aujourd'hui, les enfants placés sont complètement abandonnés par l'État, en fait. C'est vraiment un scandale d'État. Et en France, il y a 300 000 enfants placés. Il y en a énormément qui sont dans des hôtels miteux, qui sont laissés voués à eux-mêmes. Il n'y a même pas d'adultes pour encadrer. Et d'ailleurs, l'année dernière, il y a un jeune qui est mort dans un hôtel. Il y avait personne qui était là en fait pour encadrer. Et donc, voilà, vous portez aujourd'hui la voix des jeunes. Est-ce que vous comptez aussi porter la voix des enfants? Alors, merci pour la question. Alors, Fridays for Future se revendique comme une structure apartisane. Donc, voilà, je ne soutiens officiellement personne. Après, j'ai décidé, vous vous en doutez bien. Et c'est une structure apartisane parce que c'est ce que je voulais dire, c'est qu'on veut aussi se créer non pas créer, mais aider à dynamiser un mouvement de masse qui soit neutre et qui puisse être une porte d'entrée pour chacun. Et après, les partis politiques, en effet, il faut redonner envie, il faut laisser place à la jeune génération. Voilà, c'est absolument indécent, lui, député de 20-30 ans, c'est ça, à l'Assemblée. Ah, l'UPES, pardon, ok. C'est juste qu'on a fait 1h du matin, on n'est pas écouté ce matin. Ok, bon. Mais on est ça fait 4% en 30 ans, ouais, voilà. Ensuite, sur le côté plus détente des partis politiques à gauche, oui, bien sûr, je pense que ça attire plus les jeunes. Enfin, les jeunes sont de toute façon plus aux extrêmes. Enfin, aux extrêmes. La gauche, pour moi, n'est pas une extrême, la NUPES n'est pas une extrême. Mais ils s'identifient plus à gauche qu'à droite qu'au centre, nous, en général. Donc, à l'extrême droite. Essayons de les attirer vers la gauche. Car oui, par contre, on est un partisan, mais on n'est plus l'extrême droite qui est pour moi un parti anti-républicain. Et pour ce qui est de la NUPES, en fait, je pense que l'intérêt vraiment de la NUPES, c'est que pour une fois, on ne voit pas des frictions entre partis politiques ou entre dirigeants de partis politiques qui ne nous intéressent pas. Je veux dire, bien sûr, les dirigeants de partis politiques sont humains, c'est normal qu'ils aient des frictions, mais c'est vraiment face à des défis tels que la précarité ou le changement climatique. Là, pour une fois, même si ça arrive trop tard à mon sens, mais elle est là, l'union de la gauche, donc voilà, on espère qu'on fera tout pour la garder longtemps, parce que, personnellement, je me reconnais dans aucun des partis seuls. Par contre, l'union, c'est directement plus intéressant. Voilà, c'est la gauche même quand elle est unie. Alors, je suis historienne, arrêtez-moi si je dis bêtises, mais ça paraît logique. En fait, il y a une force de gauche en France aujourd'hui. Il faut qu'elle reste unie. Et là, vous pourrez attirer les jeunes, je pense. Beaucoup de questions. Il y a un point dont on parlait sur la jeunesse abstentionniste, les raisons pourquoi, comment. Pour moi, il y a deux choses. Pour moi, la jeunesse n'est pas dépolitisée. Au contraire, je crois que jamais la jeunesse n'a été aussi politisée. Pour une raison très simple, c'est qu'on a tous un smartphone, enfin beaucoup, vraiment tous pas. Mais derrière, on va sur les réseaux sociaux pour regarder ce qui se passe à la dernière soirée et on tombe sur le petit fil Le Monde qui nous explique ce qui se passait à la Coupe du Monde au Qatar. Ah, intéressant. On reçoit la petite notification, il y a un incendie. En fait, on est bombardé d'informations constamment, ce qui n'est pas nécessairement une bonne chose, mais c'est un état de fait. On est bombardé d'informations constamment. Ce qui fait que, en fait, la jeunesse elle a conscience de ce qui se passe autour d'elle et ça l'intéresse. Mais la question, c'est qu'il y a à la fois une question de déception et il y a aussi le fait qu'on ne fait rien pour intéresser les jeunes à la politique. Et c'est une volonté de la part de Macron, c'est même une stratégie. J'aimerais quand même rappeler qu'au présidentiel, il n'y a pas eu de débat. On a tendance à l'oublier, mais il n'y a pas eu de débat. Et ça a été organisé délibérément par le président de la République d'empêcher le fait qu'il y ait un débat. Comment est-ce qu'on peut intéresser des personnes qui ne sont pas passionnées par les élections ou tout ça? Comment est-ce qu'on fait pour les intéresser si jamais il n'existe même pas de débat?
Pareil sur les questions de rapport qu'on peut avoir à la jeunesse, on avait fait des mouvements de malades pour le climat, grève mondiale, puis la seule réponse était ouais, super les jeunes, continuez, prenez-nous au sérieux. Comment est-ce qu'on fait pour essayer de faire en sorte que les jeunes se sentent avoir une légitimité politique si on n'est même pas capable de leur donner cette légitimité politique? J'aimerais aussi ajouter autre chose. J'étais président d'un syndicat lycéen qui a fait l'erreur de trop s'opposer et d'être trop honnête vis-à-vis de ses valeurs. Ils ont tué le syndicalisme lycéen. Mais regardez ce qui s'est passé avec l'affaire Blanquer, parce que c'est une belle image de la manière dont ils traitent les organisations de jeunesse. Ils ont coupé les subventions à tout le monde. Enfin non, ils ont créé leur propre syndicat lycéen. Ils ont arrosé de fric. Ils ont laissé les jeunes aller dans des hôtels 3 étoiles, 5 étoiles, resto 3 étoiles, dépenser plein d'argent public. Ils coupaient l'argent aux jeunes qui se mobilisaient et qui faisaient des véritables choses. Et une fois que l'affaire est sortie, ils ont tué le syndicalisme lycéen. Ce qui fait qu'aujourd'hui, vous n'avez plus d'association représentative des lycéens. Tous ces éléments-là, ça permet aussi d'ajouter quelque chose à l'analyse. Oui, les jeunes ils sont déçus. Oui, tous les jeunes ne sont pas forcément intéressés par la politique. Mais il y a aussi une posture et une stratégie de la part du gouvernement qui met en place le fait que la jeunesse ne s'intéresse pas à la politique. Ensuite, sur la question des enfants, c'est oui, bien sûr, on sera aussi les députés des enfants, mais comme tous les députés, je pense, on est toutes et tous intéressés par ces questions. Je veux mettre le point, parce qu'il y a mille choses à dire quand on a parlé des vacances. Moi, par exemple, j'allais en colo de vacances avec la SNCF. Merci la SNCF. Les CE, il faut les protéger. Voilà, défendre les CE, ça implique plein de choses, mais notamment la défense des enfants. Et il y a quelque chose qui m'inquiète énormément, sur lequel je veux qu'on mette le doigt, c'est la question de la formation. Et des personnels que l'on met devant nos enfants. À avoir constamment recours à des contractuels, mais quand j'utilise constamment, c'est que c'est la méthode aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on ne recrute que des contractuels, on ne titularise plus personne. Ce qui fait qu'on a des personnes qui sont peu formées, et c'est un métier de s'occuper des enfants, ce qui fait que souvent les enfants c'est pas agréable pour eux, les personnes sont démissionnaires, et il y a un véritable problème, un gouffre dans lequel est en train de s'enfoncer la France, parce qu'on est en train de perdre des compétences en termes d'éducation et de s'occuper des enfants, et on va avoir une vague de démissions. Et il faut vraiment s'intéresser au sujet de qui est-ce qu'on met devant nos enfants, et du coup à la question de la titularisation. Voilà, petit point sur les enfants. Merci pour vos questions. Évidemment, on le sait qu'on a des alliés dans les générations au-dessus de nous, et on est ravis, et de toute façon, on serait probablement certains. On a eu des aînés en fait, qui ont aussi participé à notre mouvement politique, donc on sait qu'on a des alliés, qu'il n'y a pas que les jeunes qui défendent la jeunesse, et comme il n'y a pas que les aînés qui défendent les aînés, et nous aussi on fera notre part pour défendre les générations au-dessus de nous, pour le petit point générationnel. Avant que tu parles d'enfants, je venais de noter sur mon carnet qu'on parle souvent du monde qu'on laisse à nos enfants. Et en fait, les jeunes, c'est des enfants qui ont grandi. Donc effectivement, quand on parle de jeunesse, on parle bien de l'enfance. Et nous, à Lyon, par exemple, on s'attelle à construire la vie aux enfants. Donc comment est-ce qu'on fait une ville qui est adaptée pour les enfants? Comment est-ce qu'ils peuvent cheminer en sécurité partout dans la ville? Comment est-ce qu'on peut les laisser aller à l'école tout seuls? Parce qu'en fait, justement, c'est sécurisé. Comment est-ce qu'on végétalise leur cours de récréation? Comment est-ce qu'on s'assure que, justement, leurs écoles ne sont pas dans des zones extrêmement polluées? Parce que c'est de ça dont on parle, avec des conséquences sur la santé. Toi, tu parlais de ce qu'il y avait dans ton lycée. C'est ça aussi dont on parle. Comment est-ce qu'on ne sabote pas la santé de nos enfants dès le plus jeune âge? Parce qu'en fait, là où ils vont à l'école, en fait, c'est hyper pollué. Donc, je donne un exemple local, encore une fois. Sur la question des violences faites aux enfants, en fait, on rejoint la question des violences sexistes et sexuelles et de la non prise en compte, la non-réaction de ce gouvernement sur ce sujet-là. En fait, il n'y a pas de moyens, il n'y a pas de formation, il n'y a pas de détection. Des places en hébergement d'urgence, parce qu'en fait, c'est souvent les enfants avec leurs mamans qui sont exposés à la violence. Il y en a 7000 aujourd'hui en France, il en faudrait 20 000. Donc, à nouveau, nous, tout ce qu'on peut faire, c'est poursuivre le combat, de demander plus de moyens pour ces sujets-là. Et de manière générale, on en vient aussi à la défense de nos services publics. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui s'occupe de nos enfants? C'est souvent les femmes qui sont dans les métiers du soin, dans les services publics. Donc là, on reparle en fait, de donner plus de moyens de crèche, de donner plus de moyens effectivement à la protection de l'enfance. Et lui parlait des personnes élevées devant nos enfants, mais c'est ça, c'est donner plus de moyens à l'éducation nationale. Alors, cette fracture entre les enfants qui vont recevoir leur instruction dans le privé et ceux qui vont recevoir, qui ne reçoivent pas une instruction de qualité dans nos services publics, c'est absolument hallucinant. Quand on voit la qualité
du service éducatif et à quel point c'est en train de se dégrader aujourd'hui, et en fait, on est un peu la guerre, c'est l'argent. À un moment donné, il faut que l'État investisse, reprenne son rôle de puissance publique pour protéger en fait, et investir. Quand je donnais l'exemple de la santé mentale et d'une prise en charge qui serait faite par la sécurité sociale. Je suis sûre que je propose ça demain à l'Assemblée, on me dira non, c'est trop cher. Mais à un moment donné, il va falloir changer le logiciel, et c'est dans une solution de 50 places, c'est se dire, quand on dépense de l'argent pour les jeunes, on investit pour la France, et pour les générations à venir, et pour notre planète, etc. etc. Et ce changement de logiciel, effectivement, on n'y arrive que si on arrive au pouvoir aussi. Et donc, quand on dit qu'il faut s'engager politiquement, il faut aller. Et je rebondis sur ce que tu disais, Juliette, parce que moi, ça m'interpelle la question de la neutralité. Et je me demande si c'est. Et je n'ai pas d'avis tranché, c'est quelque chose que je soumets à la discussion collective. Je m'interroge sur est-ce que quand on ne parle pas de neutralité, finalement, et notamment quand on est une organisation climat, on ne fait pas le jeu de la droite libérale qui dit ouais, l'écologie, ça devrait être partout, c'est une droite ou une gauche. Alors on sait que les systèmes de pensée néolibérale sont complètement incapables de repenser notre système pour qu'on puisse vivre dans un monde habitable, respirable sur le temps. Donc moi je m'interroge vraiment sur cette idée de, je pense qu'on va gagner la bataille culturelle aussi de ce point de vue-là, et je m'interroge sur est-ce que la neutralité finalement, elle nous sert, ou est-ce que sur le temps elle ne va pas nous desservir. C'est quelque chose que je soumets à notre réflexion, mais qui moi me pose question en tout cas. Pour répondre à deux questions, déjà je vais insister sur la question de la filière professionnelle qui a été évoquée. Bon, déjà, parce que, sans faire trop long, parce que je pense que vous êtes d'ailleurs bien plus expert que moi sur la question, mais sans grande filière professionnelle en France, la bifurcation écologique, on n'y arrivera pas. Donc on a besoin de la revaloriser. Nous, au niveau de l'enseignement supérieur, on ne l'a pas perdu, mais pas loin. C'est-à-dire les IUT, ceux qui connaissent, c'est fini. Maintenant, c'est des BUT, des bachelors en universitaire technologie. C'est l'ancien président de Grenoble qui a écrit comment on va faire. Bref, comme quoi les vidéos se produisent ici aussi. Mais toujours est-il que c'est des espèces d'IUT concrètement financées par les entreprises locales. Je ne sais pas trop dans les détails, il faut dire ça. Et aujourd'hui, ils veulent attaquer les lycées pro et essayer de faire un petit peu la même chose. Et donc, effectivement, passer tout en alternance. Alors, moi, je pose sur leur livre, il faut se décider. Si à un moment donné, l'apprentissage par les corporations et les guides, c'est l'ancien régime. Donc, il faudrait peut-être savoir en quel régime. Toujours est-il que sur la deuxième question, c'est comment on va se mobiliser sans faire trop long, parce qu'après c'est un débat entre syndicalistes, mais je pense que ce qu'il faut se dire, mais tout le mouvement social, c'est qu'on a passé un cap que ce qu'on a connu sous d'autres présidences, sous d'autres formes de social-démocratie, certes trahi, mais qui est un peu plus, qui n'est pas dans la même forme de répression, c'est fini. On ne peut plus se cantonner à, par exemple, un syndicalisme de témoignage, ou un syndicalisme de répression. Nous, comment est-ce qu'on voit les choses? C'est à la fois se dire qu'il faut absolument latéraliser le débat entre une ministre qui va baisser les bourses et l'application de l'autonomie. Et là, on aura besoin du soutien de toutes et tous. Et là, pas de rupture générationnelle sur la question. Sur la question de la sélection, on a aussi perdu la bataille parce que quelque part, on n'avait pas réussi à faire sortir du débat de l'université. Ok, il y a un débat entre les universitaires, s'il fallait sélectionner ou pas, etc. Mais ce n'est pas un grand débat de société. Il faut que la question de la précarité étudiante, des bourses, de la précarité de la jeunesse devienne un grand débat de société pour deuxièmement, faire de la pédagogie, bon, ça c'est notre taf, marteler, ils vont baisser les bourses, ce sera taf pendant 2 mois. Et puis après, l'unité, c'est de se dire qu'on a 3 rendez-vous. La question du climat, le 23, qu'il ne faut pas décorréler ce que je disais, la question sociale, on y appellera dans les deux sens, mais pas pour faire entrer la question de la précarité ou forceps avec la question climatique, c'est juste que maintenant, on est tous conscients que c'est la même question quelque part. La question de la 29 et la question de la marche contre les charges, on verra marcher de manière unitaire, en toute indépendance. On parle plutôt d'indépendance que de neutralité, mais parce qu'on a un bon exemple historique. Si vous êtes au pouvoir, on vous l'a fait à l'Atlantis, c'est-à-dire qu'on va les bloquer pendant un mois et tant que vous prenez le pouvoir, et puis comme ça posera le bon rapport de force pour aller négocier ou pas faire ce qu'il faut. Donc nous, on aime bien cet exemple sur le passe qui se passe après. Mais voilà. Alors, on a peut-être le temps de prendre une dernière question, et peut-être de ce côté-là de la salle, vu qu'on a appris surtout de ce côté. Je voulais revenir un peu sur ce qui a été un peu dit, parce que j'ai pas eu le temps de poser ma question tout à l'heure, vous m'aviez peut-être pas vu. Donc rapidement sur d'abord l'écologie et les dates qui ont été annoncées, donc le 23 notamment, et la question que tu traitais sur le fait qu'il devait y avoir une neutralité dans les personnes qui étaient mobilisées. Moi je pense au contraire que l'écologie et les questions sociales sont intimement liées et que de fait,
et les étudiants sur les questions de précarité, et toutes les personnes et la jeunesse de manière générale doivent être concernées par ces mobilisations, et qu'il y a un intérêt à ce que les syndicats étudiants, les organisations de jeunesse puissent, de manière unitaire, conscientiser les personnes pour que la mobilisation soit en tout cas le 23 et le 29, à la hauteur de ce qu'on attend pour enfin gagner des choses. Ensuite, sur les questions de précarité, Hugo, tu revenais dessus tout à l'heure, hein, mais le truc qui est dommage, c'est qu'il n'y avait pas beaucoup de chiffres. Et là, il y a une enquête qui est sortie la semaine dernière, la 18e enquête, puisqu'il y a une enquête chaque année depuis 18 ans qui est faite par l'UNEF, le syndicat étudiant, sur le coût de la vie étudiante, sur le fait que les postes de dépenses qui précarisent les étudiants, c'est en l'occurrence le logement et les transports. Donc je pense qu'il y avait un intérêt aussi à illustrer quels sont les postes de dépenses qui sont à l'origine de cette précarité étudiante pour les attaquer et pour qu'on puisse gagner des choses sur du fond en fait. La dernière question sur laquelle je voulais revenir, c'était la marche pour la vie chère. Louis, tu disais tout à l'heure que c'était la NUPES qui était à l'origine de ça. Moi, ça me posait un petit problème dans le sens où j'ai l'impression que les syndicats ne sont pas venus de cette date. Et je pense qu'il y a un petit rappel qui est nécessaire à faire sur le fait que le mouvement social converge et les appels à manifestation sont de fait faits par les syndicats. Et je pense que la date du 29, qui est une date interpro que tous les syndicats ont signée, doit être une date qui doit être mobilisatrice et qui doit être vraiment charnière pour que dans les mois à venir, on puisse toutes et tous refaire converger ce mouvement social qui en ce moment est dans une dynamique où c'est beaucoup plus difficile. Et il y a un vrai intérêt à ce que vous, à l'Assemblée nationale, avec le mandat qui est le vôtre, vous puissiez être nos relais et faire que ce mouvement social-là reprenne de l'ampleur pour qu'on puisse, comme vous le disiez toutes et tous, jusqu'à maintenant, gagner des batailles et améliorer nos conditions de vie matérielle et d'études et que la précarité étudiante soit un cauchemar et qu'elle soit endiguée, un cauchemar dont on ne se rappelle plus, qu'elle soit endiguée. Vous avez bien compris que je ne fais pas partie de la jeunesse, mais par contre j'ai beaucoup milité depuis mon plus jeune âge et je milite encore au niveau associatif et au niveau politique, même si je ne suis pas élue et je félicite tous les jeunes élus, les bravos, on est content de pouvoir arriver. Ce qu'il y a, c'est que dans les mesures prioritaires de la NUPES, il y a quelque chose, à mon avis, qui manque pour la visibilité, c'est la formation. Si vous voulez, tant que, et on a des syndicats universitaires, moi j'ai fait partie de la recherche, j'ai fait partie de l'éducation nationale, on a cassé les domaines de la recherche et de la fonction d'enseignant, quel que soit le niveau. Et si vous voulez, si les programmes ne sont pas incitatifs, tout en donnant aussi aux enseignants la capacité d'être formés, il faut savoir quand même que s'il y a un métier où on n'est jamais formé, c'est l'enseignement. Donc c'est parfait, on fait effectivement du travail personnel, on fait tellement peu d'heures qu'on a le temps de faire de la recherche et de faire de l'assimilation et de l'acculturation, c'est d'accord. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il faut que vous vous imprégniez de cette demande, parce que les enseignants n'en peuvent plus. Et si vous voulez, on va avoir des démissions, c'est évident, mais on a aussi des conditions d'enseignement qui ne permettent pas de faire du bon travail, d'avoir des moyens pour faire du bon travail, d'avoir des enfants qui sont en capacité d'écoute, parce que moi j'interviens en milieu scolaire, à Lyon entre autres, mais pas que, sur la problématique de l'utilisation du smartphone et des jeux de rôle avant d'aller à l'école. Les enseignants n'en peuvent plus. Ils n'ont plus d'écoute des enfants. Ils n'ont plus d'écoute parce que l'enfant, il est déjà dans un autre monde. Et si vous voulez, il a sa capacité d'acceptation de l'information est déjà saturée. Il va falloir vraiment réfléchir comment on peut faire ensemble, parce que c'est ensemble qu'on peut le faire, jeunes et vieux, pour essayer de faire en sorte de prendre conscience et d'aider justement à une métamorphose des formations. Moi, j'ai créé un centre de formation en santé environnementale parce que c'est mon dada, mais si vous voulez, je forme des médecins, je forme des soignants, parce qu'ils sont eux-mêmes déjà tellement formatés qu'ils n'ont pas cette vision transversale. Et tant qu'on n'a pas de vision transversale, la politique, elle ne peut pas s'intégrer dans la problématique individuelle. Merci.
Sur la question des chiffres de la précarité, je pense qu'il y a des éléments à dire. Bien sûr, on peut rentrer dans la technicité de se dire le premier coût dans la vie d'un étudiant, c'est la question du loyer, c'est ça qu'il faut régler, bien entendu. Et ça, c'est une technicité, je pense qu'il est tout particulièrement important de l'avoir localement. À Grenoble, j'ai été le Crous 3 ans, si les étudiants de ce campus n'ont pas vu leur loyer augmenter, c'est parce que le syndicat local, on faisait le taf, on faisait en sorte que c'était le cas. Idem, entre nous, on peut se le dire, sur le transport qui n'a pas augmenté, j'ai lu avec attention l'étude, mais c'est parce que aussi le syndicat, on a fait un gros taf sur les transports en commun il y a quelques années, et que conjointement avec la mairie, on a divisé par 2 le coût des transports en commun pour les étudiants, donc c'est passé de 30 à 15 euros. On est arrivé comme ça dans les amphis, on dit voilà, vous allez payer 15 euros par mois, généralement vous marquez un peu des points et ça. Bien sûr, on peut connaître spécifiquement, mais par contre, je pense qu'il y a un truc sur lequel il ne faut pas se leurrer. L'épisode de Hollande est fini. On n'ira pas négocier point par point des avantages peut-être sur la vente des bourses, etc. Macron, il est là pour économiser 80 milliards sur 5 ans, ramener le déficit du PIB à 30%, et il est uniquement là pour ça. Il n'est pas là pour donner des avantages aux étudiants. Et c'est pour ça qu'on ne repartira pas, effectivement, sur quand il annonce la sélection, une grande campagne pour demander ce que veulent les étudiants sous Macron. On ne dira pas écrit dans nos textes qu'on va aller convaincre Macron que la sélection c'est mal. Il est convaincu que la sélection c'est bien. Il est convaincu que les étudiants, il faut faire des pas dans les facs, il faut une petite élite, et le reste, c'est de la grande masse pour la contrepartie. Et donc, c'est ce niveau de rapport de force dans la société qu'il faut aller construire, et il faut aller labelliser ce débat. Il n'y a pas d'option. Alors, dans la table des négociations en secret, etc., si demain il nous dit bon, on ne peut pas faire la autonomie, mais qu'on va doubler le montant des bourses, je ne vous dis pas qu'on n'ira pas voir si on peut discuter, mais dans le débat public, ce qu'il faut faire, et dans nos têtes, ce qu'il faut discuter, c'est qu'il n'y a pas d'option entre une allocation d'autonomie et une baisse des bourses. Il y a 2 camps et il faut essayer de la pérenniser. Parce que sinon, si on rentre dans l'eau tiède, c'est là qu'ils vont gagner. C'est là qu'ils vont arriver avec leurs mesures de bon sens. Non, mais enfin ça c'est le vocabulaire libéral que je commence à faire ici. Et donc c'est là-dedans qu'il faut rentrer. C'est pour ça que je pense qu'il faut avoir un discours aussi dur. Bon, après, vous excuserez, je suis syndicaliste de service, donc on est toujours un petit peu point levé et drapeau au point, mais bon, ça c'est pour mettre un bon climat de discussion. On parlait de l'appel à la liberté des syndicats. Je pense que, évidemment, et ainsi sur l'indépendance, carrément indépendance de toutes les structures avec lesquelles on va collaborer, et en fait, on vous attend pour nous mettre la pression. Enfin, c'est ça que vous savez, c'est le principe des contre-pouvoirs, donc on compte sur vous pour nous booster, pour nous dire qu'on ne va pas assez loin, et j'espère que si demain on est en responsabilité, pour continuer à faire, mais pour être d'une intelligence folle, en fait. Enfin, je le dis avec je sais que je peux compter sur ces essais qui sont présents. Quand on parle de la formation, je pense que ça fait écho, je vais me répéter, mais ça fait écho à ce que je disais tout à l'heure sur la question du moyen. Et en fait, la formation, c'est à tous les stades de la société que c'est important. C'est important quand on parle de prévention à nous dans la lutte contre les violences sexuelles, mais en fait, dans la discrimination de manière générale, et en fait, dans la qualité, dans le service public, et juste, en fait, dans les entreprises privées, on met énormément d'argent sur la formation. Les grosses boîtes, ça forme. Et donc pourquoi est-ce que nous sommes privés au public? Donc nous, on en vient, le nerf de la guerre, c'est l'argent, et pour développer l'argent, il faut l'éducation de pouvoir. Sur la question de la marche contre la vie chère et des dates syndicales, il faut faire les deux. Il faut à la fois que nous, on soit en soutien des dates syndicales, et on sera là en manifestation, et on le dit souvent, il faut aller à ces dates-là. Et la marche contre la vie chère, nous, si jamais les syndicats veulent se joindre à nous pour organiser la marche, ça fait grand plaisir. Je sais d'ailleurs qu'il y a des discussions qui sont en cours parce qu'on essaie d'avoir la base la plus large possible. Donc oui, il faut travailler avec les syndicats, et si les syndicats veulent se joindre à la marche contre la vie chère, pour nous c'est tant mieux. Parce qu'il faut créer le cadre le plus large possible. Il faut faire les deux. Après, ensuite, sur la question de la vie étudiante, des chiffres, j'avais partagé l'enquête de l'UNEF, allez la voir. C'est comme chaque année, ce sont des chiffres qui sont importants. Je vous invite à aller la regarder. Et sur la question de la formation, c'est un sujet qui est extrêmement vaste, à la fois sur l'entreprise, sur ce qu'on peut faire en public, c'est un sujet qui est énorme. Je vais ajouter juste 2 petits points. Nous, à titre personnel, là je vais parler d'éducation nationale. Nous, on est pour une école des profs. C'est pas le nom officiel dans le programme, mais je trouve que c'est assez sympathique.
Nous, ça paraît assez indispensable d'avoir une école dédiée à l'apprentissage de la pédagogie, de comment faire. Voilà. Donc nous, c'est dans le programme, et ensuite il y a la question de la recherche que tu as abordée. On ne peut pas, tout comme il est impossible de faire le programme commun de la NUPES sans la voie professionnelle, il est impossible de faire le programme commun de la NUPES sans investir dans la recherche fondamentale. Parce qu'on a beaucoup d'idées, on a beaucoup de solutions, mais on n'a pas des solutions sur tout. D'autant que le réchauffement climatique va nous apporter des problématiques dont on n'a même pas idée et où on n'aura pas de solution. Donc il va être extrêmement important d'investir dans la recherche fondamentale. Et donc du coup, faire une école des profs, former dans la fonction publique, investir énormément dans la recherche, mener des politiques publiques de lutte contre le réchauffement climatique, ça va imposer beaucoup d'argent et cet argent, c'est où trouver, il va falloir taxer les riches. Parce que la NUPES au pouvoir, aujourd'hui c'est assez impressionnant de voir qu'on a presque... Vous avez 89 députés RN qui rentrent dans l'hémicycle. Nous, on s'attendait à ce qu'ils aient un peu d'honnêteté et un peu d'honneur. On a découvert que c'était nous les ennemis numéro 1. Aujourd'hui, il faut qu'on y construise quelque chose. La NUPES, c'est l'ennemi du public numéro 1 aux yeux du Rassemblement national et aux yeux de la Macronie. Donc, pourquoi? Parce qu'on veut taxer les riches. Et d'ailleurs, je pense que c'est notre honneur. Et je pense qu'il faut l'affirmer plus souvent. Donc, moi, du coup, c'est juste peut-être pour répondre à ta question. Je te tutoie, Marie-Charles. Je pense que la neutralité. C'est une question que je me pose moi aussi sur les associations. Est-ce que ça avait été contre-productif parce que là, qu'elle s'engage pas? Pour autant, déjà, je trouvais qu'on a un élément très intéressant, je pense qu'il s'applique aussi aux associations, c'est-à-dire que une fois que la NUPES sera au pouvoir, il faudra aussi des contre-pouvoirs associatifs. Voilà, pour pousser toujours plus. Et deuxièmement, alors oui, c'est une question que je me pose, mais je pense quand même qu'il faut un mouvement neutre de masse à la base, parce que oui, là on est entre nous, mais il y a plein de gens qui ne pensent pas comme nous, et vous le savez. Et du coup, il faut quand même pouvoir les emporter à un moment dans un mouvement de masse. Et je pense vraiment que c'est un mouvement qui, pour moi, est... Bien sûr que si on propose, par exemple, de signer pour un référendum pour une grande loi climat aux députés français, bien sûr qu'on se doute qu'il y aura plus de députés de la NUPES, et donc ça nous donnera une direction. Mais si on veut, par exemple, un référendum d'initiative partagée, il faut aussi des députés de LREM. Donc voilà, je pense que les deux sont nécessaires. C'est des mouvements très politisés, voire même de sensibilité dans l'urgence, et des mouvements plus apolitiques. Voilà. Mais je me trompe peut-être. Après aussi. Est-ce que tu me permets de t'interrompre? Bien sûr. Au lieu de parler de neutralité ou d'apartisanité, est-ce que c'est pas indépendance? Peut-être, en effet. Moi, je suis seulement représentante de Fridays for Future. Je viens m'impliquer dans le mouvement, donc peut-être que j'utilise ça, peut-être que eux utilisent déjà ces mots. Moi, j'ai été longtemps dans des syndicats de la FEN, de la FSU maintenant, et le mot d'ordre pour un syndicat, c'est d'être indépendant politiquement, c'est-à-dire de ne pas être à la courroie de transmission des partis politiques. Mais c'est pas la neutralité. Oui, je vois ce que vous voulez dire, il y a des questions différentes. On va en prendre, on va aller après. Juliette, tu peux rappeler les dates de mobilisation? Ouais, alors pareil, désolé, moi je viens d'entrer dans le moment, personne n'était disponible, donc je ne suis pas très au courant. Et ce que je sais, c'est que du coup, oui, le 23 septembre, grève pour le climat, la carte des mobilisations partout en France sort aujourd'hui. Donc inscrivez-vous. Voilà, donc inscrivez-vous ces données. Et en plus, c'est quand même l'occasion de sécher les cours. Alors bien sûr, là, on est entre les écoles, donc voilà, mais peut-être qu'il y a une transmission, je ne sais rien. Voilà, c'est joyeux, c'est la fête, les marches de grève pour le climat, et la justice sociale, je ne l'ai jamais oublié. Donc, un jour, on espère une énorme marche. En effet, je viens de parler d'une carte des mobilisations et du coup je me permets aussi peut-être une petite précision que les jeunes écologistes et l'alternative d'ailleurs on fait partie d'organisations qui portons un peu ces grèves pour le climat jeunes, le 23. Et donc cette carte elle est en ligne sur le site de Fridays for Future et elle a vocation à répertorier toutes et tous les jeunes qui vont se mettre en grève le 23 dans leur lycée, leur fac,
ou même les jeunes actifs. Tous les jeunes qui se mettent en grève seront répertoriés. Donc inscrivez-vous, invitez autour de vous 10, 15, 20 personnes à s'inscrire sur la carte. Et l'idée, c'est vraiment qu'on montre que partout en France, on a des milliers, dizaines de milliers, de jeunes qui seront mobilisés donc le 23. Il y a aussi le 29 septembre pour la mobilisation pour le pouvoir d'achat. Est-ce qu'on a le temps de faire un petit mot J'ai fait une imprécision. J'ai dit taxons les riches. C'est pas tout à fait ça. Parce que quand les gens disent taxer les riches, on s'imagine qu'on va taxer des personnes qui se croient riches alors qu'elles ne le sont pas. Non, nous on veut taxer les ultra riches. J'aimerais quand même rappeler que ça fait 2 ans. J'aimerais aussi rappeler que ça fait 2 ans qu'on enchaîne le Covid, qu'on enchaîne maintenant la crise d'inflation, et que vous avez Bernard Arnault qui a doublé sa fortune. Que pendant que nous, on se serre la ceinture, les ultra riches doublent leur fortune. C'est pour ça que j'ai dit que c'était une imprécision, parce que quand on dit taxer les riches, ça paraît être assez générique. Quand là, on explique que vous avez des gens qui doublent leur fortune alors qu'ils sont déjà les plus riches du pays, et que ces gens-là, on ne veut pas non plus leur prendre absolument tout, seulement une petite partie, voilà. On veut taxer les riches, mais surtout les ultra riches, et la précision était faite. Continuez d'applaudir, parce que je voudrais vraiment vous remercier nos intervenants. Et merci Camille pour l'organisation de cette activité. Ah ben, on va la commission suivre. Ok, pas de soucis. À d'autres engagements, à 14 ans. À 13h. Je suis désolée de vous dire qu'il y a la Assemblée générale de la commission féministe de l'EMD, mais un grand merci et je vous laisse si vous voulez poursuivre. Donc je vois que tout le monde a envie d'aller déjeuner. Si je peux juste attirer l'attention de ceux qui sont en train de partir, il y a un gros projet de pipeline qui est en train de se construire en Afrique, entre Uganda et la Tanzanie, c'est Total qui le lance. Ça va détruire des centaines de milliers de vies, voire des millions. Ça s'appelle ECOP, E-A-C-O-P. Il y a des mouvements qui s'organisent pour lutter contre. Engagez-vous, ça va être une discussion politique humaine, une biodiversité ou le climat, et on peut avoir des alternatives d'énergie avec des énergies renouvelables. Voilà, donc prenez bien ce nom, ECOP. C'est un super mouvement. Voilà, vous pouvez aller sur Suntoolbox.net, quelque chose comme ça. Et vous aurez toutes les informations.